Donc bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Stéphane Langlais, je suis chargé d'accompagnement des entreprises au sein de Laval Mayenne Technopole. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore notre structure Laval Mayenne Technopole, nous sommes une association. Notre mission, c'est de soutenir les entreprises mayennaises dans leurs projets d'innovation sur l'ensemble du département de la Mayenne, que ce soit des projets de création d'entreprise ou des projets au sein d'entreprises établies sur le département. Pour cela, parmi nos nombreuses actions, nous avons pour rôle également de partager des contenus et des sujets en lien avec l'innovation. Et c'est pourquoi nous vous donnons rendez-vous chaque mois, chaque deuxième mardi du mois, pour soit une matinée de l'innovation qui a lieu dans nos locaux en présentiel, soit comme aujourd'hui pour des webinaires de l'innovation. Et donc, ce matin, j'ai le plaisir d'animer ce webinaire d'innovation qui va se dérouler jusqu'à midi, comme je le disais juste avant, et qui portera sur les pôles de compétitivité et les structures qui font du transfert technologique et de la valorisation de la recherche. Et donc, ce webinaire fait finalement suite à un autre webinaire que j'ai animé en janvier 2023 et qui portait sur l'écosystème de l'innovation. Et où l'objectif, en fait, à travers ce premier webinaire qui a eu lieu il y a 1 an et demi environ, c'était de présenter les différents types de structures qui existaient dans le paysage de l'innovation, capables de soutenir les entreprises dans leurs projets, dans leur développement. Et j'avais pour cela représenté les différentes typologies de structures qui soutiennent l'innovation à travers ce que vous voyez à l'écran, à travers cette roue de l'écosystème. Donc l'objectif, voilà, c'était de balayer l'ensemble du paysage de l'innovation. Et donc, au sein de cet écosystème, les structures qui sont présentes vont poursuivre différents objectifs. Certaines vont poursuivre l'ensemble de ces objectifs qui sont présentés à l'écran, et d'autres vont présenter uniquement plusieurs de ces objectifs. Donc, les objectifs sont les suivants, soit augmenter les capacités privées de recherche et développement, pour les entreprises, soit accroître les retombées économiques de la recherche publique, soit promouvoir l'entrepreneuriat étudiant, soit soutenir le développement des entreprises innovantes ou encore développer les projets de coopération entre acteurs ou entre les réseaux. Et donc ce matin, nous allons nous intéresser spécifiquement à 2 types de structures, les pôles de compétitivité et les acteurs qui valorisent le transfert des activités de recherche. Et donc pour cela, en quelques mots, je vais vous donner quelques éléments pour expliquer le rôle de ces 2 typologies d'acteurs, et surtout, je vais laisser la parole à des représentants de ces structures qui vont pouvoir vous détailler leurs activités et puis vous donner des exemples de projets qu'ils sont capables d'accompagner, sachant que l'objectif pour vous, c'est de pouvoir savoir qui est présent en Pays de la Loire et surtout de pouvoir les solliciter en fonction de vos besoins, en fonction de vos projets. Donc, on va commencer avec les acteurs de la valorisation de la recherche et du transfert technologique. Donc, le rôle de ces structures, en 2 mots, c'est simplement de faire, simplement entre guillemets, c'est notamment plutôt de faire le lien entre le monde de la recherche et le monde de l'entreprise en valorisant et en transférant les connaissances. Et donc, pour cela, il existe différentes typologies de structures qui ont différents labels. En France, il y a par exemple 39 instituts Carnot, il y a 8 instituts de recherche technologique qu'on appelle également IRT. Il y a également 60 centres de ressources technologiques, donc les CRT. 15 cellules de diffusion technologique, mais également il y a des filiales d'universités. Et je vais vous présenter sur l'écran les différentes structures qui sont présentes en Pays de la Loire. Donc, il y a notamment l'IRT Jules-Verne, Clarté, Capacité, West Valorisation, l'SEATech, CTTM, l'IMT Atlantique, Proxinov, WeNetwork, Angers Tourisme Lab, qui sont présents sur le territoire. Je vais tout de suite laisser la parole à une représentante plutôt d'une de ces structures, Diane Legrand, qui travaille au sein de Capacité. Donc bonjour à tous, donc moi pour me présenter rapidement, donc je suis Diane Legrand, je suis chargée de marketing et développement sur le pôle digital de Capacité. Donc on peut passer la slide, hein. C'est une petite slide d'introduction. Donc Capacité, on est la filiale d'ingénierie et de valorisation de la recherche de notre université. Donc en fait, c'est un gros terme assez compliqué pour dire qu'en fait, on est un bureau d'études en ingénierie avec une proximité de par notre construction avec la recherche. Ce qui nous permet en fait de lever des verrous technologiques très importants. On est 95 collaborateurs
On est à environ 350 projets innovants par an et on travaille sur plein de familles d'expertise différentes, donc là, il y en a 13. Vous pouvez passer. Donc on a environ 350 clients, et notamment donc 50 de nos clients sont sur l'ouest de la France et ensuite, les autres 50 sont répartis donc 25 dans le reste de la France et 25 à l'international. Et en termes de domaines, sur lesquels on travaille, donc vous pouvez passer, oui. On travaille à la fois sur la partie industrie du futur, on a notre pôle digital et IA, on a un pôle mer environnement, donc là, plutôt études socio-économiques et cetera et une partie, santé. Tu peux passer. Notre périmètre de compétences, donc on intervient à partir de la preuve expérimentale, donc l'échelle TRL 3 jusqu'à l'échelle TRL 8. On n'a pas vocation à intégrer notre projet, de R&D en lui-même. Par contre, on peut faire appel à des intégrateurs pour intégrer le projet, et le développer, auprès de tout le service, le département, l'entreprise. C'est bon pour ça. Donc, pour expliquer un peu mieux, comment, se construit le pôle digital, donc en fait, on a 3 pôles différents, 3 équipes différentes au sein du pôle. Donc l'équipe robotique et automatisation. Donc là, notre équipe est basée, en fait, à l'IUT de Carquefou pour être en proximité, notamment avec l'équipe, ROMAS du LS2N. Le LS2N, c'est le laboratoire des sciences du numérique de Nantes, avec lequel on travaille beaucoup, lorsqu'on a besoin, pour des industriels, qui ont besoin de développer des projets de R&D, mais assez bas sur l'échelle TRL, avec des choses qui ne sont pas encore, faites sur le marché et sur lesquelles on a besoin de s'appuyer auprès des chercheurs. On a, notre équipe, donc dirigée par Pierre Le Breton, qui est basé à Polytech. Donc là, ça va plutôt être, sur la partie, compression vidéo, encodage, vidéo, perception visuelle. Donc là, on travaille par exemple avec Netflix, Facebook, Amazon sur ces sujets-là. Et ensuite, on a la partie, intelligence artificielle, pure et data IA, donc avec Clément Proust et donc eux, ils sont basés à la Halle 6. En fait, on est vraiment, au sein de Capacité dispatchés un peu partout, sur la région nantaise pour, être en proximité en fonction des sujets d'intérêt avec nos équipes, de recherche. Voilà. Donc c'est bon pour moi. Donc là, on a l'organigramme, donc rapidement, c'est juste pour vous montrer l'équipe, Data IA. Voilà, on a une équipe qui est assez pluridisciplinaire, il y a pas de on n'est pas focalisé sur un champ de compétences, ils sont capables de travailler sur tout ce qui est, en lien avec l'IA et la data et c'est et en fait, on est accompagné des conseillers scientifiques, qui sont présents juste au-dessus. Donc là, c'est des chercheurs qui interviennent sur les projets, quand il y a des besoins. Donc nos expertises, donc là, on a en fait toutes nos expertises en data IA. Donc la partie data engineering, pour faire de la captation de données, du tri de données, pour partir de données qui ne sont pas forcément rangées à des données qui sont exploitables et faciles à utiliser. Ensuite, on a la partie computer vision. Donc là, ça va être, vraiment la vision par ordinateur, pour que le robot, je ne sais pas, la caméra puisse, voir et comprendre ce qu'elle voit. Ensuite, on a la partie analyse prédictive, donc la prédiction, maintenance prédictive. Ensuite, on a l'analyse automatique de langage. On a aussi développé une forte brique en agent virtuel intelligent. Avec, en fait, on a développé des couches, qui nous permettent, d'aller un peu plus loin que ChatGPT ou quoi et de vraiment soit de donner une personnalité à l'agent virtuel, soit de limiter son champ de données sur lequel il doit aller chercher les informations. Voilà, ça peut être quelque chose, sur lequel on peut travailler et puis ensuite, on a forcément la partie développement d'applications et interfaces, donc là qui est forcément nécessaire quand on fait des POC, voilà. On utilise, aussi,
des applications. Et donc là, on peut passer aux exemples de réalisation, donc rapidement. Donc là, on avait travaillé avec le CHU de Nantes sur un sujet pour développer une application, pour les élèves, les enfants, qui ont un trouble de TDAH, donc de l'attention. Et en fait, c'est une application qui permet, de proposer, de recommander à l'enfant en fonction de ses habitudes, de l'horaire, dans la journée, à quel moment, réviser, ses devoirs, ses mathématiques, après une séance de sport, avant, enfin voilà, en fonction de ses habitudes. On peut passer. Donc là, on a travaillé, pour Silver Ananas. Donc là, c'est un projet, sur lequel en fait, on recommande, auprès d'une population, qui est en fait un peu délaissée dans la société, et ils se sont rendus compte. C'est, les jeunes retraités qui en fait, se retrouvent à la retraite, mais ils ne savent pas forcément quoi faire. Et donc on a intégré des briques, de recommandations personnalisées en fonction de, ce qui était, prévu, ce qu'il y avait autour de lui dans les environs comme activité. Et qu'est-ce qu'il peut faire dans la journée en fonction de ce qu'il aime, ce qu'il aime pas, voilà. Donc ça, c'est, assez basique. Donc là, c'est de la computer vision. Donc, en fait, on a développé une solution, qui permet de piloter, la sécurité des équipements de protection individuelle. En fait, les équipements de protection individuelle, ils se changent tous les 3 ans, 3-4 ans, et en lisant en fait un QR code, avec une application, enfin leur application, on peut, savoir à quelle date, l'équipement a été acheté, est-ce qu'il a été, utilisé, et cetera. On peut rentrer plein d'informations, au sein de ce code barre, auquel, le pays a, et puis, on peut lire, le code barre, avec notre ajout de computer vision et data science. Donc là, prédiction d'un prix de vente, donc voilà, déterminer un prix de vente en fonction du marché. Donc là, c'est capter les données en fonction de ce qu'il y a sur, en ce moment sur le marché, et cetera. Donc voilà, basique aussi. Et puis là, donc là, c'est un agent virtuel intelligent pour le pré-traitement automatique des demandes support. Donc là, en fait, c'est une entreprise qui est venue nous voir parce qu'elle avait un souci, lié en fait à aux utilisateurs aux employés en fait qui, quand ils avaient un problème, sur leur ordinateur, ils envoyaient un message, au service IT en disant: «Voilà, ça ne marche pas», et donc en fait, ça faisait perdre énormément de temps au service IT. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a développé un sorte d'agent virtuel qui permet, de traduire, la demande, du, client interne, donc du collaborateur, au service, IT. Donc en fait, il va comprendre, ce qui se passe, comme problème, au sein de l'ordinateur ou du réseau, et il va le traduire, au service IT, donc pour, faciliter la compréhension, et voilà, parce que ça faisait perdre énormément de temps au service IT. Et puis enfin, donc là, le cas, Netflix, donc ça, c'est plutôt, de l'encodage, vidéo, mais voilà, ça fait toujours, bonne impression de le montrer, donc voilà, je vous l'ai mis. Et puis donc là, on a tous nos contacts, donc Clément Proust, le responsable data IA, David Derouet, donc directeur du développement, et moi-même. Si jamais, vous avez des besoins ou quoi, n'hésitez pas, on peut en discuter. Merci beaucoup, Diane. Et donc, si je résume en une phrase, capacité, donc filiale de valorisation de l'Université de Nantes, son rôle, c'est d'accélérer la recherche et développement pour stimuler l'innovation dans 4 domaines stratégiques: l'industrie du futur, le digital et l'intelligence artificielle, la mer, l'environnement, et enfin la santé. Merci beaucoup, Diane. Alors maintenant, on va passer à une autre structure, Clarté, qui sont nos voisins à la même école. Et donc pour ça, Alexandre Boucher va pouvoir présenter Clarté et des exemples de projets accompagnés. Yes, merci Stéphane. Je te laisserai avancer les diapos. Donc, merci pour l'invitation. Quelques mots, j'ai 10 minutes pour vous
présenter Clarté et puis vous parler de réalité virtuelle et de réalité augmentée, puisque c'est notre champ de compétences principal. Clarté, en quelques chiffres, c'est 18 collaborateurs. C'est une structure qui est assez ancienne, puisqu'elle date de 96. On approche des 30 ans d'existence. C'est un budget d'à peu près 1,6 million chaque année. On est basé à Laval, bien évidemment, mais on a aussi une antenne à Saint-Nazaire. Une structure qui dispose de 3 labels qualité, on va dire, sur ses activités. Le crédit impôt recherche, bien évidemment. CRT, c'est un label du ministère de la Recherche, Enseignement supérieur, Innovation. C'est une sorte d'ISO 9001 du transfert de techno et du conseil aux entreprises et particulièrement aux PME. Et puis on est également centre de formation, donc à ce titre, une labellisation Calliope. C'est une structure Clarté associative qui bénéficie de soutien de partenaires publics, l'État via le ministère de la Recherche, la région des Pays de la Loire et Laval Agglomération, et ces financements représentent un peu moins de la moitié de notre fonctionnement, l'autre moitié étant issue de prestations réalisées auprès des entreprises. Notre raison d'être, c'est d'accompagner les entreprises dans une transfo numérique pour répondre à des enjeux au nombre de 5 principaux identifiés qui sont accélérer les phases de conception de produits et concevoir des produits durables, mieux former les personnels d'une entreprise et d'une organisation, réduire les coûts de conception et les coûts opérationnels de déploiement d'un produit, améliorer la productivité, en particulier via des technologies de soutien aux opérateurs dans les usines et sur le terrain, et puis enfin contribuer à des solutions numériques permettant d'avoir des actions de vente et des outils d'aide à la vente innovants et performants. Ça, c'est la raison d'être, c'est la transformation digitale numérique au sens large. Alors, dans la diapo d'après, quelques chiffres. Nous, c'est la réalité virtuelle et la réalité augmentée, notre domaine. Deux, trois grands ordres de grandeur. Le retour sur investissement, il est d'à peu près 1 an, 13 mois ici. Ça, c'est le ROI sur des investissements liés à des technologies de VR/AR qu'on constate en moyenne chez tous nos clients et que les études démontrent. C'est à peu près 30% de réduction des temps de conception, alors sur des produits complexes. Bien évidemment, des produits très simples ne bénéficieraient pas d'un bénéfice du prototypage virtuel, mais sur du produit complexe, on est de l'ordre de 30%. Et puis des améliorations aussi sur tout ce qui touche à l'apprentissage, à la formation, à l'entraînement, la mise en situation immersive face à des produits virtuels et des systèmes complexes virtuels permet des temps d'apprentissage plus courts et permet aussi tout un tas de bénéfices comme la réduction des coûts de formation, la réduction des risques, etc., etc. Ça, ce sont une petite sélection. La diapo d'après présente des idées reçues que l'on rencontre souvent dans les entreprises que l'on accompagne. La première idée reçue, c'est des personnes qui pensent que la réalité virtuelle est un outil surtout de gaming, de jeux vidéo, ce qui n'est pas vrai du tout. Certes, on voit de la réalité virtuelle dans le monde du divertissement, mais ces technologies tirent leurs origines dans des usages industriels et sont déployées chez de nombreuses entreprises depuis longtemps, plutôt des grands groupes, pour permettre des gains en productivité et en efficience globalement des organisations. La deuxième idée reçue, c'est que c'est trop coûteux. Alors c'était vrai par le passé, jusqu'à il y a encore une petite dizaine d'années, ça coûtait très très cher. Aujourd'hui, c'est devenu abordable, le matériel est devenu tout à fait abordable, le logiciel coûte encore un peu cher, mais en tout cas, il présente des retours sur investissement assez rapides et donc sont accessibles aux entreprises. Puis la troisième crainte qu'on rencontre souvent, c'est la difficulté du déploiement. Des personnes qui pensent que c'est trop compliqué pour eux, qu'il faudrait des spécialistes de ce domaine au sein de leurs entreprises, ce qui n'est pas vrai. Il y a des solutions aujourd'hui vraiment clés en main, faciles à utiliser, conviviales et qui peuvent être intégrées facilement dans les flux d'activités quotidiens et qui peuvent être facilitées en accompagnement par des structures comme la nôtre. Alors, qui on est du coup, et je vous ai parlé de la raison d'être, maintenant comment on commence à agir. Clarté, on se présente comme un accélérateur de ces innovations immersives. Depuis plus de 25 ans, on fait ce métier-là. Et globalement, on aide à accroître la performance des organisations via des missions de conseil et de développement de solutions en lien avec ce sujet des technologies immersives et des technologies qu'on appelle d'assistance cognitive.
3 volets globalement d'activité à gauche, Explore, Make, Reveal, qui nous permettent d'aborder un peu ce qu'on fait concrètement, le comment on travaille. Un gros volet d'activité qu'on appelle Explore, dont l'ambition c'est d'aider les entreprises à découvrir et à tester ces technologies. Donc là, on réalise des activités de sensibilisation des collaborateurs, d'acculturation, on organise des ateliers de découverte, des démonstrations. On forme et on fait des démonstrations de comment utiliser ces technologies et des learning expéditions, soit dans des entreprises, soit sur des salons. Donc ça, c'est le volet découverte. Ensuite, il y a le volet réalisation. Là, on accompagne les entreprises pour qu'elles réalisent une innovation en cadrant le besoin, en aidant à rédiger des cahiers des charges, à faire des études de faisabilité, à piloter des projets, à se mettre en interface entre un client et un prestataire. Et également, on développe des solutions, des preuves de concept aussi, pour faire du sur-mesure lorsqu'il y a des besoins d'innovation non satisfaits par le marché. Et enfin, un dernier volet plutôt un peu plus prospectif ou d'incorporation de ces technologies dans l'entreprise. Là, on fait des formations, on organise des projets collaboratifs à plusieurs, dans lesquels on s'insère ou pas. Et puis, on fait du transfert de technologie, c'est-à-dire qu'on a des propriétés intellectuelles issues de collaboration avec des labos que l'on essaime sous la forme de cessions de propriétés intellectuelles ou de briques technologiques. Tout ça, ça vous donne tout un tas de mots sur les activités et comment on travaille, mais on va voir par la suite des exemples d'usage concrets de ces technos et que l'on essaye de promouvoir en priorité au sein des entreprises. Le plus évident, c'est la revue de conception. La réalité virtuelle est un outil dont les origines sont liées à la maquette numérique. Il s'agit de pouvoir visualiser un produit à l'échelle 1, alors qu'il n'existe pas encore, et ainsi de pouvoir le prototyper, mieux le concevoir, mieux aménager par exemple un poste de travail ou une machine spéciale, étudier en avance de phase sa maintenance, son ergonomie de travail, etc. Et là, c'est multimétier, ça permet de gagner du temps. On visualise la maquette comme si elle existait, le produit comme s'il existait, il n'y a pas de problématique de lecture de plan. On a une vraie perception des échelles, tout cela est interactif. Et ainsi, on a une conception qui est également réduite en impact environnemental, puisqu'on fait moins de prototypes, voire pas de prototypes, et on fait bon du premier coup en termes de conception. Cette étape-là, elle peut aussi servir à l'implication du futur client avant la livraison de son produit, dans une phase de co-conception et d'avant-vente aussi commerciale. Le deuxième cas d'usage qui se développe, c'est celui de la visualisation en contexte de maquette numérique. Donc là, on ne parle plus de réalité virtuelle, on parle plutôt de réalité augmentée. Vous êtes dans un atelier ou vous êtes sur le terrain et grâce à des systèmes de réalité augmentée, on fait apparaître un, entre guillemets, hologramme du futur produit. On est en contexte et ça permet de s'immerger finalement dans une future installation. Ça peut être visualisé, vous êtes vendeur de véranda, vous permettez à votre client, dans son jardin, de voir apparaître la véranda et de se balader dedans, mais vous pouvez aussi être un industriel, vous avez un projet d'extension de votre usine, le futur atelier est peut-être déjà sorti de terre, mais il est vide, vous allez pouvoir vous représenter la future ligne de production, vous balader dedans avec vos collaborateurs et les futurs opérateurs, et ainsi, en contexte, valider et travailler sur une future implantation. Le troisième cas d'usage qu'on pousse beaucoup et qui fait l'objet de beaucoup de demandes, c'est l'assistance cognitive aux opérateurs, donc via de la réalité augmentée ou d'autres technologies numériques d'affichage. C'est fournir une assistance visuelle, contextuelle, et souvent tirant parti aussi de technologies d'intelligence artificielle pour comprendre ce qu'est en train de faire l'opérateur et ce qu'il a face à lui. Ainsi, on augmente la qualité des opérations, on réduit les temps de formation, de ramp-up pour produire des produits sur mesure complexes via des augmentations numériques qui apparaissent dans le champ de vision de l'opérateur pour, par exemple, faire des opérations de maintenance complexes avec un guide opératoire qui apparaît sous la forme numérique dans le champ de vision de l'opérateur. Et enfin, le dernier cas d'usage très à la mode, c'est celui de l'expertise à distance. On a un opérateur qui est sur le terrain, qui doit réaliser une opération complexe, qui n'en dispose peut-être pas de l'ensemble des compétences et savoir-faire pour faire cela.
Eh bien, à l'aide de terminaux connectés, qu'il s'agisse de lunettes, de casques ou d'une tablette, il peut se mettre en relation avec un expert, l'expert voyant ce que voit l'opérateur et pouvant lui donner des consignes sous la forme à nouveau d'augmentation visuelle, comme la petite flèche verte là qu'on aperçoit sur l'image à gauche. Donc ce sont 4 cas d'usage, il n'y a pas que ça clairement, et on va dire que ce sont les 4 cas d'usage les plus matures, déployables, en lien avec l'industrie du futur et aujourd'hui utilisés par les grands groupes et les ETI et que nous cherchons à déployer et accompagner les PME pour qu'elles s'approprient ces cas d'usage matures. Maintenant, je vous donne quelques exemples de projets en lien avec ces cas d'usage que nous portons et que nous avons réalisés récemment. On est convaincu que, et on pense que pour adopter ces technologies, il faut les essayer en contexte, dans l'entreprise. Et depuis 1 an, on a lancé une offre de services de location courte durée d'équipements de réalité virtuelle clé en main. L'entreprise est formée au cours d'une demi-journée, puis se voit confier un système chez elle qu'elle va pouvoir utiliser librement pour se convaincre et mesurer les bénéfices de ces technologies. Puis nous récupérons l'équipement et l'entreprise derrière peut investir auprès d'un fournisseur de solutions de réalité virtuelle. Donc ça, c'est une offre qu'on lance dans le cadre d'un projet qui s'appelle Quatrium, avec d'autres centres de ressources technologiques de la région et le CETIM, pour accélérer l'adoption de ces technos de type industrie du futur. Un autre exemple, là, avec une PME du 53, parce que je vous ai beaucoup parlé de réalité virtuelle et de réalité augmentée, mais on a aussi des activités autour de la vision par ordinateur et globalement des interfaces homme-machine innovantes. Là, c'est une entreprise qui fabrique des systèmes de dépose de goudron sur les routes pour combler des fissures ou des trous. On a développé une preuve de concept d'une future interface homme-machine qui détecte automatiquement les fissures sur la route et qui, suite à cette détection, va proposer à l'utilisateur de déposer de la matière. Donc l'opérateur reste celui qui décide, mais sa tâche se voit simplifiée. Une assistance cognitive finalement lui est proposée pour lui permettre d'aller plus vite et de faire mieux. Donc ces briques de détection de fissures sur la voirie, voilà, c'est des modèles d'IA qu'on développe en interne et qu'on intègre au sein d'une IHM plus large. Un autre exemple plus classique là, de maquette 3D pour présenter les activités d'une entreprise. Donc là, à la fois un outil à vocation pédagogique et commerciale qui a été réalisé pour le CETIM. Donc globalement des maquettes 3D sur lesquelles on vient projeter des informations numériques comme un outil donc, de médiation, de présentation des activités de l'entreprise. Et puis enfin, un dernier exemple qui est lié au domaine de la formation. Donc là, ce n'est pas pour une entreprise, pour un CHU. La formation en réalité virtuelle est un domaine très, très à la mode. Il se passe beaucoup de choses là-dessus. On a beaucoup de demandes sur ce sujet. Et ça peut aller de la formation à l'utilisation d'une machine spéciale, à l'apprentissage d'un geste technique, jusqu'à des choses un peu plus complexes, comme sur ce projet, la formation d'un médecin légiste à l'analyse d'une scène et à la levée d'un corps. C'est comme ça qu'ils appellent donc leur activité. Donc voilà un panorama rapide et très large de ce qu'on fait, clarté à l'aval. Sur ces sujets-là, on est là pour vous accompagner, être accélérateur de vos projets, tiers de confiance, puisqu'on est indépendant. Et donc, vous avez ici mes coordonnées, le site web, la page LinkedIn, pour suivre ça ou nous solliciter si jamais il y a des besoins. Merci. Merci beaucoup, Alexandre. On va maintenant passer à notre typologie de structure, donc les pôles de compétitivité. Donc, on en dénombre 54 en France. C'est des structures qui ont été créées à partir de 2004. En tout cas, ce label a été créé à partir de 2004. Il faut savoir que chaque pôle de compétitivité travaille sur une thématique précise et que leur rôle est notamment de favoriser les coopérations entre les entreprises, les laboratoires de recherche et les établissements de formation. Et ils peuvent intervenir sur tous les stades d'un projet.
de l'idée jusqu'à la commercialisation du projet. Donc, je vous ai mis sur les slides les pôles de compétitivité qui sont présents en région Pays de la Loire. Donc, il y en a 10 en Pays de la Loire. Et donc, pour nous parler des pôles de compétitivité, et notamment tout d'abord du pôle EMC2, je vais inviter Clara à prendre la parole. Oui. Parfait, Merci, on vous Stéphane. voit, on vous entend. Très bien. Je vous laisse présenter le pôle EMC2. Je te remercie. Écoutez, bonjour à tous. Donc, pour me présenter, moi je suis Clara Lebaille et je travaille au pôle EMC2. Je remercie Laval Mayenne Technopole pour l'invitation à participer à ce webinaire et je vais donc vous parler du pôle EMC2, du rôle qu'il joue auprès de l'écosystème de l'innovation au sein de la région Pays de la Loire. Donc, je vais rapidement vous redonner quelques éléments de contexte sur le pôle EMC2. Nous, on est le principal écosystème d'open innovation français dédié au manufacturing et nous sommes implantés sur le territoire du Grand Ouest, en région Pays de la Loire et Bretagne depuis 2005. Et nous faisons partie, comme Stéphane l'a dit, des 55 pôles de compétitivité ayant le label en France. Donc, concrètement, en nous accordant ce label de pôle de compétitivité, l'État nous a fixé 3 grands objectifs pour contribuer à la compétitivité industrielle de la France, à savoir favoriser les connexions et les collaborations entre les acteurs des écosystèmes, soutenir aussi les PME françaises, par exemple en élargissant leur marché et leur réseau de contacts à travers des actions qui peuvent être menées par les pôles au niveau européen. Le 3e objectif, c'est d'accompagner les entreprises innovantes dans leur transition vers une économie bien plus écologique et numérique, tout en renforçant la souveraineté économique. Alors, en ce qui concerne le pôle EMC2, autrement appelé le pôle européen des technologies de fabrication, nous, on est une association qui regroupe une communauté de plus de 400 adhérents, principalement implantés sur le Grand Ouest de la France. Et notre métier, c'est d'accompagner et d'impulser une démarche innovation et de transformation des entreprises, des filières industrielles. Donc, sur la prochaine slide, vous pourrez retrouver la feuille de route technologique du pôle EMC2, qui est donc en faveur de l'innovation collaborative pour servir au mieux les enjeux industriels. En l'occurrence, 5 principaux enjeux qui ont été identifiés. Produire mieux, produire propre, produire connecté, produire ensemble et produire local. Et cet outil doit finalement permettre aux entreprises de connaître les grandes tendances d'innovation et de se positionner sur des technologies qui pourraient faire l'objet de projets d'innovation. Ensuite, en ce qui concerne les actions et le rôle du pôle EMC2, on peut distinguer 3 types de métiers. Premièrement, un métier lié à l'animation d'un écosystème, un métier lié à l'accompagnement à l'innovation et enfin un métier à la transformation, à l'accompagnement à la transformation, pardon. Tout d'abord, donc sur l'animation de l'écosystème, nous, le pôle EMC2, on a la charge de faciliter les relations et les interactions entre les différents acteurs du réseau, à un niveau régional, à un niveau national et aussi européen, puisqu'on a des partenaires européens. Pour ce faire, tu peux changer la slide, on organise régulièrement, et tout au long de l'année d'ailleurs, des animations pour permettre aux différentes structures de se rencontrer et d'échanger et potentiellement de travailler par la suite ensemble. Alors, je l'ai pas précisé précédemment, mais les typologies de structures qui composent l'écosystème de l'innovation et du pôle EMC2 est très variée et c'est justement la richesse de pouvoir en faire partie puisqu'on peut y retrouver des entreprises industrielles de toute taille, des startups, des offreurs de solutions innovantes, des acteurs académiques, des centres techniques, des clusters et bien d'autres. Donc là, vous pouvez voir des exemples de formats d'événements qu'on organise pour permettre aux entreprises de se rencontrer, d'échanger et de faire émerger des projets.
Toujours dans cette optique d'animation de l'écosystème, on met à disposition à nos adhérents eh bien, des outils privilégiés pour avoir accès aux dernières actualités et innovations technologiques. Alors, par exemple, là, on peut voir par le biais d'un bulletin de veille et puis aussi par l'organisation de journées thématiques sur des technologies. Là, par exemple, ce matin, on organise une journée au sein de la Jules Verne Manufacturing Academy à Bougnay sur la thématique de la robotique et de l'IA industrielle. C'est des exemples d'animation qu'on peut organiser pour rassembler des acteurs de l'écosystème de l'innovation. Ensuite, un autre métier du pôle EMC2, c'est d'aider les entreprises dans leurs projets d'innovation. Et une de nos expertises, c'est de permettre aux entreprises d'accéder à des financements publics pour financer une partie des projets. Donc, en bas de cette slide, on peut voir différents dispositifs de financement avec lesquels on a, nous, des relations privilégiées. Et notre objectif, c'est de faciliter l'interaction avec ces dispositifs de financement entre les entreprises et ces acteurs pour pouvoir candidater à certains appels à projets qui sont mis en place. Donc là, ici, vous pouvez voir le parcours d'accompagnement au montage de projets d'innovation. L'idée, c'est de pouvoir vous partager la méthodologie que nous, on a construite pour mettre en place un projet d'innovation. Et notre rôle, nous, dans ce parcours, c'est de vous accompagner. Quand je dis vous, c'est les entreprises, les structures innovantes, selon vos besoins, sur une ou plusieurs des étapes qu'on peut apercevoir à l'écran. Alors, certaines sont comprises dans le cadre de l'adhésion et d'autres sont vendues sous forme de prestations à des clients non adhérents au forfait jour. Enfin, le troisième et dernier métier, on va dire, du pôle EMC2, c'est d'accompagner les entreprises dans les projets aussi de transformation. Alors là, quand je parle de transformation qui peut être environnementale ou digitale, ou les deux. Et pour nous, l'accompagnement en transformation, c'est un parcours qui est constitué de 5 étapes, comme on peut le voir à l'écran, qui commence par la sensibilisation et qui se termine par l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Et nous, avec nos expertises selon les besoins, selon aussi les niveaux de maturité des entreprises, on a la possibilité de proposer un accompagnement sur une ou plusieurs de ces étapes. Alors là, par exemple, pour l'accompagnement à la transformation digitale, le pôle EMC2 fait partie, et d'ailleurs avec l'aval Mayenne Technopole aussi, d'un programme qui s'appelle DIVA et qui vise à accompagner les entreprises, en l'occurrence ligériennes, sur la thématique de la gestion de la donnée. Et dans le cadre de ce programme, le pôle EMC2 peut accompagner les entreprises sous forme de prestations sur les phases notamment de diagnostic, de plan d'action et d'assistance à la maîtrise d'ouvrage. L'intérêt pour les entreprises d'intégrer ce programme, c'est qu'en tant qu'entreprise ligérienne, il y a une possibilité de bénéficier d'un financement permettant de prendre en charge jusqu'à 70% de la prestation qui dure 10 jours. Ensuite, de la même façon que pour la transformation digitale, mais cette fois-ci pour la transformation environnementale, on fait également partie d'un programme qui est financé par l'ADEME qui vise à accompagner les entreprises sur la thématique de l'éco-conception. Et dans le cadre de ce programme, EMC2 peut accompagner sur les phases de sensibilisation, de diagnostic et de plan d'action, soit ce qui représente environ 16 jours et demi. Et les entreprises peuvent bénéficier d'un financement qui permette de prendre en charge jusqu'à 80% de la prestation selon la taille de l'entreprise. Donc, vous l'avez bien compris, nous, la particularité du pôle EMC2 et des pôles de compétitivité de manière générale, c'est de faciliter aussi l'accès au financement des projets d'innovation. Donc, voilà, j'ai terminé ma présentation. Cette slide pour mettre en avant nos partenaires qui nous soutiennent notamment financièrement. J'espère que j'ai pu vous éclaircir sur le rôle qu'occupent les pôles de compétitivité, en particulier le pôle EMC2. Vous trouverez mes coordonnées donc, sur cette slide. Et puis, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez qu'on
qu'on échange plus en détail sur vos projets. Si on résume les 3 grandes actions du pôle MC2, donc l'animation d'un écosystème, l'accompagnement à l'innovation et l'accompagnement à la transformation des entreprises. Merci beaucoup, Clara. Merci, Stéphane. Donc, je vais tout de suite passer la parole à David, Annick et Lucas de Pedro-Barro, qui, toujours sur ces pôles de compétitivité, vont nous parler de Xylofutur. Bien, merci Stéphane et merci Clara parce que tu en as dit beaucoup sur les pôles et ça me permettra d'être un peu plus synthétique pour la suite. Là où EMC2 est un pôle, on va dire, transfilière, en transversal de toutes les filières marché, Xylofutur, nous, on est focus sur l'ensemble de la filière forêt-bois. Donc, notre but, c'est de catalyser l'innovation dans cette filière. Qui est un pilier finalement de la bioéconomie. Cette diapositive pour présenter les enjeux d'innovation dans cette filière, on les a mis sur 3 thèmes à partir de 2023. C'était sur le mieux vivre, produire durablement et pérennité de la ressource. Parce que la filière forêt-bois, on la retrouve dans tous les objets du quotidien. Mieux vivre, c'est des thématiques autour du rôle de la forêt, notamment tout son rôle sur l'écosystème, le vivant. Bâtiment et ville durable, construire en bois, ça peut permettre de stocker du carbone et donc d'être plus écologique d'une certaine manière. Et toujours sur la thématique des produits biosourcés, tout ce qui est en rapport avec la cosmétique, la santé ou autre. Ensuite, pour permettre tout ça, on a une thématique sur le produire durablement. Évidemment, pour avoir ces produits, il faut les produire. Donc, il y a des enjeux de pérennité de l'emploi. Clara, tout à l'heure, parlait d'industrie du futur ou industrie 5.0. Et ensuite, tout ce qui est en rapport avec les modèles d'organisation. Et évidemment, pour produire, il faut de la ressource. Donc, qu'elle soit forestière, donc pour une gestion durable de la forêt, une meilleure gestion. Ensuite, on peut penser à réduire, réutiliser, recycler tous les bois qu'on trouve en déchetterie, notamment. On a un parcours d'animation sur ce thème cette année côté Xylofutur sur les bois issus de la déconstruction. Dès lors qu'on démolit un bâtiment, on peut se retrouver avec des charpentes. Il y a évidemment des enjeux de valorisation. Au-delà de les brûler, de les transformer en énergie, on peut les réemployer en tant que charpente ou en meuble ou autre chose, à plus forte valeur ajoutée. Voilà. Donc ça, c'est toutes les thématiques qui nous animeront sur ces 4 prochaines années. Donc comme je l'ai dit, on est un pôle de compétitivité qui s'étend sur toute la filière forêt-bois, donc de l'arbre jusqu'à tous les usages qu'on peut en faire, du papier, du carton, de l'ameublement, de la construction. Et donc, on a des experts en interne sur ces 3 thématiques, en plus des 240 adhérents qui sont présents donc, sur les 3 régions où on est présent, Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine. Et donc, on forme une équipe de 10 personnes. Et à droite, vous voyez quelques chiffres clés nationaux sur l'importance de la forêt en France, l'importance des métiers forestiers et des métiers de transformation pour tous les usages dans notre quotidien. Et enfin, comment on articule tout cela? Donc, on a une offre de service qui est comparable à celle des autres pôles finalement. Notre but, c'est de faire émerger des projets innovants. Donc, comment on fait soit les entreprises ou les chercheurs ou les centres techniques ont déjà des idées et nous en font part. Et là, dans ce cas, on met en relation avec d'autres personnes ou s'il y a des compétences qui manquent très précises, on peut trouver dans notre réseau ces compétences. Soit via des animations, comme j'ai dit tout à l'heure, là sur la thématique de la valorisation du bois, c'est nous qui allons provoquer les échanges, mettre les gens autour de la table pour faire émerger des idées et des projets. Et enfin, une fois qu'on a des idées, des projets, nous, notre but, c'est de chercher des capacités financières pour les faire. Et donc, on a une expertise assez poussée sur la veille des appels à projets, surtout en finances publiques, donc que ce soit au niveau régionaux, nationaux ou même européens. Et enfin, un dernier service qui a émergé très récemment, ça va faire maintenant un peu plus d'1 an, 2 ans, c'est la Woodtech, donc c'est ce que va vous présenter David tout de suite. La Woodtech, donc c'est un service qui a été créé il y a 2-3 ans, comme disait Lucas.
L'idée vient du concours d'innovation nationale qu'on co-organisait avec des organismes de filière. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de start-up, enfin d'organismes spécifiques à la filière pour les start-up de la filière. Donc la Woodtech est née de ça. La Woodtech, en 5 grands points, il y a un service de veille d'opportunité qui s'appelle la Woodtech Direct, qui recense et donne en flux direct aux entreprises adhérentes, aux startups adhérentes, plein d'opportunités voilà, qu'on identifie. Alors soit qu'on reçoit par des partenaires, soit qu'on identifie nous à travers les réseaux, notre activité de tous les jours. Donc ça s'appelle la Woodtech Direct et on l'a ouvert récemment à l'abonnement à d'autres PME ETI de filière puisqu'il y avait cette demande aussi. On accompagne les startups sur le financement public et privé. Donc ça, financement public, c'est historiquement l'activité d'Exilo Futur. Privé, on va plus se rapprocher des angels et des fonds d'investissement pour accompagner les entrepreneurs sur la levée de fonds. On les accompagne sur leur visibilité physique et digitale. Physique, ça va être de la mutualisation de salons principalement et des invitations à des événements, à participer à des événements sur scène, à prendre la parole. La mutualisation de salons est très, très efficace pour les startups puisqu'elle permet de réduire les coûts. On arrive à réduire les coûts d'exposition sur salon jusqu'à moins 60-70% en prenant des espaces communs, tout en générant plus de trafic sur les salons avec un effet de groupe. La visibilité digitale, ça va être toute notre visibilité à travers une newsletter qui recense 3500 professionnels de filière et tout ce qui va être l'activité de nos réseaux, de notre site web. Voilà, tout ce qu'on met en place, les campagnes de communication. Une autre chose qu'on fait, qui a un peu aussi le rôle d'Exilo Futur, mais nous, du coup, on le fait pour les startups, c'est la mise en relation avec le réseau. On se sert de la force de frappe du pôle pour accélérer le développement de startups de la filière. Et enfin, on prodigue aussi un accompagnement stratégique à travers des cafés techniques. On a un réseau de mentors qu'on a créé sur les dernières années pour accompagner les startups de manière gratuite initialement. Alors, il y a toujours cette thématique qui revient, un petit aparté. Hein. On a souvent des personnes qui viennent nous voir au pôle avec des envies philanthropiques de rencontrer des startups. C'est pas tout le temps le cas, on le sait, il n'y a pas de problème avec ça. C'est aussi pour avoir accès à un pool de prestataires. Donc, on a créé des contrats de partenariat, des conventions d'apporteurs d'affaires avec ces personnes-là qui souhaitent proposer leurs services aux startups de la Woodtech. Au niveau des performances du réseau, on a accompagné 33 startups depuis la création du réseau, à savoir que la filière en recense plus d'une centaine. On est en pleine croissance, donc ça continue de s'accélérer. 38 millions d'euros levés en 2023 par les startups de la Woodtech. On commence à avoir des belles performances, 10 salons mutualisés, une vingtaine de mentors, 41 partenaires institutionnels et commerciaux. Pour vous donner un peu une idée de ce qu'on ambitionne, alors les pôles de compétitivité fonctionnent par phases, qui sont des phases de 4 ans, et on ambitionne d'avoir 60 startups adhérentes d'ici la fin de la prochaine phase. Mais aujourd'hui, le modèle de la Woodtech, qui était plutôt basé sur une adhésion des startups, on souhaite le faire changer pour faire plus d'open innovation et que ce soit les entreprises de filière et hors filière d'ailleurs qui financent ça. Donc c'est un peu notre direction dans les années à venir, c'est d'arriver à augmenter la part de financement privé de la Woodtech pour que ça devienne accessible aux plus de 100 startups qu'on a recensées dans la filière aujourd'hui. Voilà un peu pour la Woodtech. Si je résume cette Woodtech, donc l'objectif c'est de favoriser l'émergence, la croissance, le développement et la mise en réseau des startups au niveau national. Et donc sur Exelo Futur, donc c'est accompagner l'émergence de projets innovants et de projets de R&D dans la filière forêt, bois. Voilà, plutôt PME, ETI, centre de recherche, laboratoire, tandis que David, avec la Woodtech, a une offre spécialisée pour les startups qui ont des besoins un peu différents, enfin même beaucoup différents par rapport à des PME un peu traditionnelles. Et donc, si vous avez des besoins dans ce domaine-là, n'hésitez pas à contacter David ou Lucas qui pourront très certainement
vous aider. Merci beaucoup. On va arriver à la fin de ce webinaire. Juste quelques mots de précision. Donc, c'est évidemment pas les seules structures qui existent sur la région. Il y en a beaucoup d'autres. En fonction de vos besoins, il y a certainement la bonne réponse qui existe sur le territoire. Voilà, dans les personnes présentes, par exemple, aujourd'hui, il y a d'autres représentants de structures. Je pense notamment au pôle imagerie réseau qui intervient sur la technologie et l'usage du numérique. Il y a WeNetwork, qui est un centre de ressources technologiques qui intervient dans le domaine de l'électronique et de l'Internet des objets, qui a des activités de sensibilisation, de prestation de conseils, de développement également de solutions. J'ai vu également une personne du Gérontopole, qui est une structure qui rassemble les acteurs ligériens sur le sujet du bien vieillir, et qui, pour cela, veut mener des actions à la fois de formation pour les professionnels, également accompagner les collectivités sur les évolutions des politiques publiques, qui va également favoriser les coopérations entre différents acteurs pour pouvoir mener des activités de R&D notamment. Donc voilà, il y a énormément d'acteurs qui existent sur le territoire, et à nouveau, il y a certainement des réponses adaptées qui existent en fonction de vos besoins. Donc, n'hésitez pas à les solliciter, n'hésitez pas à nous solliciter. Et donc, juste quelques informations d'actualité concernant Laval Mayenne Technopole. Alors oui, merci Sandrine qui vient de mettre le lien vers le questionnaire de satisfaction dans la conversation. Je vous invite à cliquer sur le lien et à le compléter. Donc, comme je le disais, quelques éléments d'actualité nous concernant. Alors, tout d'abord, c'est les ateliers de découverte de la méthode Lego Serious Play. C'est des ateliers d'expérimentation de cette méthode que vous connaissez peut-être, qui est une méthode qui utilise les briques Lego. C'est une méthode qui a été conçue pour les professionnels afin de faciliter la communication au sein d'un groupe, afin de stimuler la créativité et encore de favoriser la cohésion d'une équipe. Et demain, cette méthode pourra vous permettre d'avancer concrètement dans les réflexions stratégiques de votre entreprise. Et donc, cet atelier, qui est gratuit avec un nombre de places limité, vise à justement vous permettre de découvrir cette méthode. Et donc, les ateliers auront lieu dans nos locaux à Laval Mayenne Technopole. Donc, pour vous inscrire, je vous invite à cliquer sur le lien qui vient d'être mis dans la conversation par Sandrine. Et à nouveau, les places sont limitées, donc dépêchez-vous pour vous inscrire. Autre élément d'actualité, c'est la prochaine matinée de l'innovation. Donc, comme je le disais au début de ce webinaire, là, on alterne entre les webinaires et les matinées en présentiel. Donc, la prochaine, ce sera une matinée en présentiel dans nos locaux qui va aborder le sujet du design des fictions, qui est une démarche pour vous permettre d'imaginer les futurs possibles de votre entreprise afin d'anticiper les changements et de saisir les opportunités et éviter les écueils. Donc là aussi, je vous invite à vous inscrire en cliquant sur le lien qui vient d'être intégré dans la conversation. Et comme d'habitude, je vous invite à me contacter si vous avez la moindre question, si vous avez besoin de compléments concernant le contenu de ce webinaire. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir assisté à ce webinaire. J'espère qu'il vous aura apporté plus d'éléments sur les acteurs et les actrices qui existent sur notre territoire pour vous aider. Merci à nouveau et je vous souhaite une bonne journée.